Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées. Une fois n'est pas coutume, l'émission du jour est une rediffusion, mais une rediffusion d'actualité, puisqu'il s'agit de l'interview d'Alexis Stromdörfer, architecte au sein du collectif Commune, qui a conduit avec d'autres un projet de recherche autour de l'enquête par le dessin sur le territoire de Givors. Un projet qui a atterri sous forme d'exposition à Archipel, centre d'architecture, place des terreaux, juste à côté de la librairie du même nom et juste à côté, peut-être que vous connaissez aussi, du chocolatier voisin. Donc l'interview date d'avril 2022, mais l'exposition, elle, est visible jusqu'au 7 janvier 2024. On écoute ensemble Magnéto Indra. C'est un losange, presque un carré. À l'intérieur s'y déploie un monde, un morceau de territoire en miniature, bien délimité dans les contours de cette géométrie. Il flotte au centre de la blancheur d'une feuille A4. Le trait est fin, noir, tremblant de précision, tellement ce qu'il représente est petit, mais aussi systématisé. À mi-chemin entre le plan, une vue de dessus, et autre chose. L'élévation peut-être. On voit les façades des maisons, leurs toits, les fenêtres, les portes. Les voitures sont bien rangées en rang d'oignons dans des parkings alignés le long d'une route où jouxtant une parcelle. Des silhouettes dessinent les arbres, des petits points pour dire la matière sableuse peut-être des terre-pleins, des petits traits pour les jardins engazonnés. Ce dessin, c'est S7. Il est exposé à côté de 29 autres, nommés aussi en mode bataille navale, semblables et en même temps complètement différents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène, en direct depuis la Biennale du Design à Saint-Étienne ou en podcast sur la plateforme Son d'éclat. Je suis Lou Herman et vous écoutez Sciences dessinées, une émission consacrée à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique, où je vous propose d'interroger le dessin comme régime d'expression pour la science et de la science. L'épisode d'aujourd'hui, intitulé « Givors, j'adore », je reçois à distance, mon invité, Alexis Stromdörfer. Alexis, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Lou, je vous entends parfaitement. Alexis, vous êtes architecte, membre fondateur et associé de Commune, une société d'architecture créée à Lyon en 2018. Commune a la particularité de développer, à côté d'un exercice de maîtrise d'œuvre architecturale classique, on va dire, des expériences et des projets de recherche plus exploratoires, notamment autour d'un médium qui est le dessin. Vous conduisez actuellement, avec deux de vos comparses, Antoine Bégel et Martin Rollin, une recherche expérimentale sur la commune de Givors, où vous vous êtes lancé dans une enquête territoriale anthropocène au moyen du dessin. Alors, j'ai essayé de décrire en introduction de l'émission un des nombreux dessins qui ont été créés dans le cadre d'une première phase de ce travail. Et donc, pour commencer notre conversation, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce que vous avez engagé à Givors depuis plus d'1 an maintenant ? Oui, Lou, ce que nous avons engagé, c'est une recherche non pas sur Givors, mais une recherche à partir de Givors, une recherche sur le dessin à partir du dessin. Ce que nous avons engagé, c'est dans un premier temps une rencontre avec ce territoire au moyen du dessin, sous la forme, comme vous l'avez évoqué, de portraits en quelque sorte de territoire, lesquels prennent la forme donc d'axonométrie, rigoureusement de même taille et rigoureusement dessinée à la même échelle, axonométrie de portions du territoire de Givors. Nous avions l'habitude de dessiner en tant qu'architecte, peut-être un peu le nez au vent, dessiner ce que nous avons sous les yeux, dessiner des choses qui pour nous sont des marques saillantes du territoire, et dès lors qu'on en trouve une, on peut, un carnet de croquis à la main,
la croquer pour Givors. Tout à coup, nous avons été obligés d'opérer un peu différemment du fait d'abord de la grandeur et vastitude du territoire givordin. Une commune étendue et une commune extrêmement différente d'un point à l'autre de la commune. Alors là, se posait la question, mais comment appréhender Givors par le dessin? Comment finalement résister à la tentation qui pourrait être la nôtre de représenter justement les saillances les plus visibles? Comment par le dessin, au contraire, chercher ce qui peut-être au départ ne se voit pas? Nous avons donc procédé à Givors à ce qu'on pourrait appeler des fouilles. Alors des fouilles au sens un peu égyptologue du terme, c'est-à-dire on va dire on procède à des fouilles dès lors qu'on a la présomption de la présence de quelque chose, néanmoins quelque chose qu'on ne voit pas. Donc on a souhaité opérer comme ça, procéder à des fouilles, c'est-à-dire considérer dès le départ que nous ne voyions rien, alors même qu'évidemment nous voyons. Ce point-là, en fait, ça nous a amené à découper le territoire givordin en série de carrés, selon la méthode Wheeler, de 200 mètres par 200 mètres, et puis ensuite de choisir au sein de cette grille, et donc définissant des carrés, certaines parties du territoire à dessiner. Alors, vous allez peut-être me dire, Lou, mais pourquoi certaines parties plutôt que d'autres? Est-ce qu'on a tiré au dé? Est-ce qu'on a choisi ces parties-là au hasard? Est-ce qu'on les a enfin voilà. En fait, non, on a choisi pour sélectionner ces parties ce qu'on appelait un collège de critères, à savoir un ensemble de critères donc assez variés, hein, allant de choix tout à fait arbitraires à des choix dictés par exemple par la densité ou le patrimoine en présence ou des axes importants ou des choses comme ça. La sélection opérée par ces différents critères donc nous a livré une trentaine de grilles comme ça, une trentaine de carrés au sein de cette grille à dessiner. Et donc nous avons choisi pour ce faire le choix du dessin donc à la main, en axonométrie et au 1 millième. Donc là, vous nous décrivez de manière très précise donc ce protocole qu'on comprend rigoureux, donc la grille de la méthode Wheeler avec des systèmes de critères dans la sélection, une problématique de départ aussi qui est celle de renouveler le regard, en tout cas d'essayer de sortir des attendus et des approches un peu instituées. Mais j'aimerais que vous reveniez aussi sur un postulat de départ qui est très fort dans votre approche, c'est le choix du dessin lui-même comme outil d'enquête. Quels sont les attributs supposés du dessin que vous avez essayé de tester dans cette expérience? Quelles sont les hypothèses qui ont justifié le recours à cet outil finalement peu commun dans l'enquête territoriale? Pour cela, il faudrait revenir à justement, en effet, pourquoi le dessin et pourquoi ce type de dessin à l'axonométrie. Pourquoi le dessin? Évidemment, on imagine assez bien que le dessin est associé à une forme de lenteur, c'est-à-dire le dessin oblige à passer du temps avec les choses dessinées. C'est un premier point, c'est important. Dessiner, c'est évidemment une opération plus longue que de déclencher le clic d'un appareil photo ou d'un téléphone. Mais le dessin n'est pas seulement un dessin long, parce qu'il y a des dessins aussi assez rapides, des notations qui peuvent être extrêmement brèves. Le dessin, c'est aussi, un outil qui sélectionne. Naturellement, en dessinant, on passe par la main, mais aussi par le crayon, certains types de crayons et pas d'autres. Vous avez évoqué la mine assez fine de nos crayons. C'est sûr que une mine ne permet plus que de choisir entre ce qui restera blanc sur une page et ce qui sera noirci par l'encre. Et ainsi donc, procède déjà une espèce de première sélection. Tout ne pourra pas être représenté. Et de la même façon, les choses représentées seront, bien que réalisées à l'échelle, un peu fausses,
pour des histoires, par exemple, d'échelle, c'est-à-dire qu'un millième représentait 1 mètre de haut, 50 centimètres de haut, 60 centimètres de haut, c'est des choses qui auront tendance à être confondues. Et alors là, le dessin, entre guillemets, dans cette confusion, dans cette erreur assumée du dessin, il peut nous apprendre pas mal de choses. Il se transforme en quelque sorte en régime de visibilité. Des choses sont sélectionnées pour être rendues visibles et d'autres non. D'autres peuvent disparaître. Et alors, au sein de cette sélection, de ce régime de visibilité, peut-être qu'alors peuvent émerger des choses qui, à première vue, semblaient sur le territoire, je sais pas, soit tout effacées, soit toutes présentes, puisque peut-être, enfin voilà, disons que ça permet de discerner quelque chose au sein d'un milieu. C'est une espèce d'outil comme ça qui agivore, nous a permis de mieux voir, en quelque sorte, de sélectionner et d'observer des phénomènes, différents phénomènes. Après, évidemment, il y a ce dessin en tant que dessin à la main, en tant que dessin lent, en tant que dessin qui oblige à passer du temps, qui oblige à observer finement. Et puis, évidemment, de quel dessin on parle, nous, dans cette première phase de dessin agivore, il s'agit essentiellement d'un redessin. Redessin, c'est quelque chose dont on a déjà discuté ensemble, qui a pu nous être, entre guillemets, reproché, c'est-à-dire qu'un redessin est un dessin en atelier à partir d'une collection de photographies ou de croquis réalisés sur place. Ce dessin en atelier, ce redessin, c'est donc une sorte de reconstruction. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, bien que je sois moi plutôt favorable et que j'apprécie peut-être davantage le dessin sur place, je pense qu'il est une vraie immission dans un milieu. Le redessin permet justement ce qui sur place n'est pas possible de réaliser, à savoir le type de dessin choisi, l'axonométrie. En effet, l'axonométrie nous propose une vision tant du plan que de l'élévation. Une axonométrie d'un quartier ne peut pas tellement être réalisée depuis un seul point dans l'espace ou d'après une succession de points. Il s'agit bien d'une sorte de reconstitution de quelque chose qui n'est jamais visible, rendu visible par notre seule appréhension du monde. Cette reconstitution, elle est intéressante à plusieurs points parce qu'elle tisse la vision d'une rue et d'une autre dessinée ensemble, la vision d'un morceau de quartier jouxtant lui-même une autre entité urbaine et réunie tout à coup au sein d'un même dessin, permet d'aller au-delà d'une succession de points de vue, mais d'appréhender les choses un peu de façon globale et permet à partir de là la réalisation on l'a dit, d'une trentaine de dessins, lesquels peuvent être évidemment comparés les uns les autres. Et de cette comparaison également peut naître différentes connaissances. Et puis, ce redessin, il a aussi permis, il me semble, de mettre en œuvre une dimension du projet qui est très importante, dont on n'a pas parlé, c'est sa dimension collective, parce que ces dessins, c'est des dessins, ces redessins, ces portraits axionométriques, c'est des dessins à plusieurs mains. Vous êtes plusieurs engagés dans le projet, et malgré cette pluralité d'auteurs, de dessinateurs, se dégage une forme d'unité, de cohérence graphique, on va dire. Est-ce que vous pouvez en parler de la construction de cette grammaire dessinée ensemble? Comment s'est construit ce système? Est-ce qu'il gomme complètement les singularités d'expression? Est-ce que vous débattez ensemble des choix des figurés? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai pour dessiner et choisir une sorte de langage commun, il nous faut faire quelques choix de représentation. Ces choix sont assez rapides à faire. Vous avez évoqué les points, les traits, et puis on pourrait encore parler de la ligne, de ce qui est blanc, de ce qui est noirci.
des ombres, enfin voilà, des choses finalement extrêmement simples pour lesquelles, bien que nous soyons et que nous travaillions à plusieurs mains, nous pouvons essayer d'adopter le même langage, en tout cas. Néanmoins, par le passé, nous avons réalisé comme ça un très grand dessin à plusieurs mains, mélangeant réellement nos mains en quelque sorte, pouvant réaliser l'un une maison, l'autre une autre maison. À Givors, telle n'a pas été notre ambition, mais l'idée par contre a été de dessiner plusieurs portraits et finalement d'effacer peut-être un peu le dessinateur derrière ces portraits de territoire. L'idée, voilà, étant moins, enfin, il n'y a pas forcément un intérêt à reconnaître la patte de l'un ou de l'autre, mais plutôt, voilà, au contraire de parier sur le fait que ce n'est pas le dessin de l'un ou de l'autre qui dirait forcément davantage ou quelque chose comme ça. Sur ce processus-là, nous avons aussi procédé par tâtonnement, c'est-à-dire que face à un objet à représenter, il a pu arriver que quelqu'un prenne une initiative et puis que par la suite les autres dessins se sont même construits avec cette initiative plus ou moins heureuse. Vous avez un exemple ? Il y a eu aussi je me rappelle probablement parfois de végétation dessinée avec de façon trop dense ou de personnages, de voitures, pareil, dessinées peut-être de façon trop prononcée, ou au contraire de choses plus suggérées qui nous ont semblé plus probantes. Et si bien que d'un dessin à l'autre, le dessin s'est aussi construit de cette manière-là. Disons que bien que les 30 portraits de Givors aient un aspect de dessin fini, ils sont en réalité chacun une sorte d'esquisse, et bien qu'ils aient des similitudes, que ce soit la taille, que ce soit l'échelle, le papier, l'outil, bien qu'ils aient ces similitudes-là, c'est moins des différences d'un dessinateur à l'autre qui peuvent marqué que d'un type de représentation qui a pu évoluer au gré simplement du dessin. Disons que le dessin a cette faculté, cette capacité à n'être pas qu'un moyen de représentation, mais un moyen de présentation des choses, un moyen de mettre les choses en réflexion. Oui, effectivement, on retrouve là une typologie qu'on a dans toutes les recherches autour de la mobilisation du dessin par la science. Donc d'un côté, le dessin, les images représentations qui vont donner à voir un état stabilisé, on va dire, de connaissance. Et après, le dessin expérimentation, qui est l'objet même de la recherche et qui va être une matière mouvante, on va dire, et lieu d'expérience. Tout à fait. Vous avez évoqué au tout début de cet entretien le fait que ce projet n'était pas une recherche sur Givors, mais une recherche sur le dessin à partir de Givors. Donc j'aurais aimé vous entendre sur les premiers résultats, on va dire, de cette enquête, à la fois sur ces deux aspects, en fait, quelle découverte vous avez fait sur le territoire, mais aussi quelle découverte vous avez faite sur le dessin lui-même suite à ces premiers mois de travail. Alors sur le dessin lui-même, le dessin n'est pas, comment dire, on pourrait dire qu'on a passé le cap d'une, c'est pas une déception, mais le dessin permet de voir des choses, il ne permet pas de les voir toutes en tant qu'outil de sélection. Il est sans cesse, il y manque sans cesse quelque chose. Le dessin ne peut pas tout. Le dessin peut des choses, mais ne peut pas tout. Et en même temps, voilà, il y a une sorte d'incompressibilité. Oulala, le mot va me manquer. Incompressibilité du réel. Le réel ne peut pas être complètement et parfaitement représenté au moyen du dessin. Il y a encore une fois, voilà, des choses qui seront sélectionnées, effacées, et c'est les choses représentées qui, à partir de là, mises en valeur, mises en lumière, racontent quelque chose qui était là, mais qui peut-être
voyait pas. Et vous avez... Sur le dessin, oui. Pardon, si on peut creuser cette question de la limite du dessin, dans l'enquête, vous pouvez préciser concrètement qu'est-ce qui a pas réussi qu'est-ce que le dessin n'a pas réussi à saisir, qui était pourtant important dans votre exploration de ce territoire? Alors naturellement les odeurs, un peu moins facilement le bruit, c'est-à-dire il est toujours possible de représenter des voitures, de représenter de la circulation, et néanmoins, on sent qu'à partir nous sommes architectes et non pas à la base graphistes, dessinateurs, bien que le bruit, oui, doit pouvoir se transmettre par le dessin. Il aurait fallu peut-être que le dessin se déforme, que le dessin se brouille, que nous sachions être moins sages avec nos objets représentés en quelque sorte, pour savoir en quelque sorte mieux parler de ce qui est et disons que le dessin aussi, en tant qu'outil qui sélectionne, il représente des formes, et puis le monde n'est pas fait que de formes. Le monde, il est fait de matière, il est fait de bruit, d'odeur, de choses, enfin, de température, etc. Chose qu'il est quand même plus difficile dont il est même très difficile de parler au moyen d'une petite mine noire écrivant sur une page blanche et à une toute petite échelle. Ainsi donc, on a pu être un peu frustré d'une certaine manière de ne pas réussir à rentrer dans l'épaisseur du territoire de Givors. Mais cette frustration n'a pas été trop frustré trop longtemps, puisque dans la suite de la recherche, justement, l'enjeu est après une phase de rencontre avec ce territoire, et une phase aussi de rencontre avec les saillances de ce territoire qu'on pourrait évoquer finalement. Qu'est-ce que nous avons trouvé à Givors? Eh bien, d'à présent adopter un nouveau mode graphique, de manière à peut-être répondre au manquement de ce premier jet de dessin, en quelque sorte. Ce premier jet de dessin, il est, comment dire, il permet de récolter une narration. Ça, c'est une chose, même si il n'est peut-être pas lui-même un dessin narratif. Alors, bon, qu'il n'est pas lui-même un dessin narratif, quand on a les 30 portraits sous les yeux, je pense qu'on peut passer un peu de temps à s'amuser à les observer, simplement même à observer le jeu du relief et de la géographie sur la ville, le jeu des densités d'un dessin par rapport à l'autre, de types de quartiers extrêmement éclectiques, tout à coup mis en correspondance les uns par rapport aux autres. Il y avait une espèce de fascination quand même, et une envie peut-être d'aller chercher un peu dans ces dessins où est Charlie. Et en même temps, ce dessin, il est peut-être pas tout à fait aussi narratif qu'on aurait souhaité. Donc c'est un peu une espèce de source un peu majeure d'interrogation pour nous, à savoir, il permet de récolter une narration, il permet d'aller à la rencontre du territoire, d'y rencontrer des gens qui racontent des choses, et en même temps, il ne restitue pas à lui seul ses paroles, par exemple. Mais c'est en ça que c'est un projet de recherche, et que ce n'est qu'une première une première phase, donc suite à laquelle vous allez engager une seconde phase, donc autour sans doute de ces premiers éléments de résultat, et puis aussi de ces premières frustrations. Malheureusement, notre temps est déjà écoulé, Alexis. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, et je vous dis à très bientôt, donc pour la suite de ce très beau projet de commune à Givors. Merci beaucoup. Merci Lou, merci à vous tous. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.